Bon, bah oui, on n'était pas très loin. Messieurs, dames, bonjour. Je déclare ouverte cette séance du tribunal de la nature du 31 octobre de l'an de grâce 2020 pour le procès numéro 666, ministère public contre la guilde des animaux des sorcières. J'ai nommé les hiboux, les chauves-souris et les araignées. Faites entrer monsieur le procureur, s'il vous plaît. Monsieur le procureur. Bonjour monsieur le juge. Merci monsieur le juge. Je vous en prie. L'heure est grave. Je suis là ce soir car j'ai de graves accusations à vous présenter. Vous avez nommé les accusés. Effectivement, ces accusés, on le sait, font tous peur à tous les hommes et les femmes. Surtout au moment d'Halloween. En plus, ils piquent, ils mordent, ils donnent des maladies. Ce sont des êtres qui viennent du monde de l'ombre. Et en plus, il paraît qu'il faudrait qu'on éteigne nos lumières pour ces êtres-là, ces êtres infâmes. Alors, effectivement, ce soir, j'accuse les rapaces nocturnes, j'accuse les chauves-souris, et j'accuse les araignées dans ce tribunal de la nature. Monsieur le juge, on peut faire rentrer les accusés. Je demande l'entrée des accusés, s'il vous plaît. Messieurs les accusés, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, monsieur le juge, nous allons commencer par les araignées. Effectivement, ces êtres infâmes à 8 pattes sont là, au-delà de nous faire peur, comme je l'ai déjà dit. Elles nous mordent. Évidemment. Comme on peut le voir sur ce document, ce chef d'accusation, ici même, évidemment, également, on voit très bien que cette morsure est infâme et douloureuse. Alors si c'était que ça, on pourrait apparemment, et c'est même évident, les avaler la nuit dans notre sommeil. Elles peuvent pondre sous la peau, sous notre peau. Et enfin, on le voit sur ce document, elles mangent en toute simplicité les enfants, leur propre mâle, n'importe quoi. Et moi, je rajoute même qu'elles ne servent vraiment à rien dans ce monde. Donc évidemment, ma sentence, monsieur le juge, est assez simple. On doit toutes les tuer. Comme ceci. S'il vous plaît, monsieur le procureur, n'exagérons rien. C'est la sentence que je demande, monsieur le juge. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie. Je demande à Daphné l'araignée de bien vouloir se présenter à la barre, s'il vous plaît. Je voudrais commencer par me défendre déjà sur un premier point, c'est par rapport au fait qu'on rentre dans vos bouches la nuit, et pour cela je vais appeler à la barre un témoin qui est le professeur Moustache, que nous allons écouter de ce pas. Si une araignée nous marche sur le visage, on se réveille, soit par un réveil spontané, ah T'as rien vu? soit réveillé par un tiers. Ah, mais qui est con ce chat? Ou alors l'araignée descend directement dans la bouche grâce à son fil. Mais ce serait étonnant qu'elle arrive à passer près de la langue et de la luette sans les toucher. Et de toute façon, pourquoi une araignée irait-elle s'aventurer dans notre bouche? Bah oui, pourquoi? Donc voilà, comme le professeur l'a expliqué, évidemment, si nous venons à marcher sur votre visage, vous les humains, bah, vous allez nous sentir. On est quand même assez grosses pour certaines d'entre nous pour que vous puissiez nous sentir sur votre peau.
Et surtout, c'est que nous, les araignées, on est assez peureuses et on va pas aller sur vous, nous approcher de vous sans aucune raison. On n'est pas suicidaire. Donc effectivement, non, on ne rentre pas dans vos bouches la nuit. C'est vraiment pas quelque chose qui nous attire et on ne le fait pas. L'autre chef d'accusation dont monsieur le procureur nous accuse... Tout à fait, oui. Étant les morsures ou piqûres d'araignées, alors déjà pour commencer, tout de suite, ce ne sont pas des piqûres et des morsures. Et généralement, on le fait quand on n'a pas d'autre choix de se défendre. D'ailleurs, madame la greffière, si vous voulez bien mettre la pièce pour montrer nos différents systèmes de défense, car je vous rappelle quand même que nous sommes toutes petites par rapport à vous. Et quand on se sent agressé, la première chose qu'on va faire, ça va être de soit s'enfuir. Si l'on ne peut pas, on peut aussi se mettre en position d'attaque, comme vous voyez sur la photo en bas. Ou encore, on peut même faire le mort, enfin les morts des fois, comme sur la photo en haut à droite. Et effectivement, si nous n'avons pas d'autres moyens, si on est acculé, dans ce cas-là, pour se défendre, nous allons mordre. Par contre, sur toutes les espèces que nous sommes, les araignées, nous sommes qu'un tout petit nombre à être capable de pouvoir vous mordre en vous perçant la peau et vous infliger une blessure. Madame la greffière, est-ce que vous pouvez mettre la pièce suivante, s'il vous plaît ? Comme vous le voyez sur le schéma, en fait, nous sommes munis de ce qu'on appelle de chélicères. Donc ce sont des petits crochets à venin. Mais sauf que la plupart des araignées ne sont pas plus grandes que ça. Et du coup, pour traverser une peau humaine qui est assez épaisse, il nous faut beaucoup de force. Et nous sommes qu'un petit nombre à pouvoir le faire en France. Et en plus de ça, donc si jamais, pas de bol, vous tombez sur une des membres de la famille qui sont capables de le faire, elle va effectivement vous mordre, ça va traverser la peau. Par contre, ce n'est pas sûr qu'elle injecte le venin, parce que ce venin-là sert pour attraper les proies. C'est très précieux, il n'y en a pas beaucoup. Et à fabriquer, ça nous demande énormément d'énergie. Ce qui fait que du coup, on va éviter de le faire. Et si jamais il y a du venin qui est injecté, il faut que vous soyez sensible aux toxines injectées pour pouvoir causer une inflammation ou autre. Donc il y a vraiment très très peu de chances qu'une araignée vous morde et qu'il y ait une blessure grave occasionnée. D'ailleurs, pour vous montrer, pour vous le prouver, madame la greffière, pièce suivante, le nombre de morts par an par les araignées sur le monde entier est entre 1 et 5, comparé aux moustiques qui est de 2 à 3 millions de victimes par an. Et en France, ça fait des siècles qu'on n'a pas enregistré un cas de mortel dû à une morsure d'araignée. Donc ça, voilà pour cette accusation-là. Maintenant, j'aimerais me défendre sur le fait que nous pondions sous votre peau. Alors là, très sincèrement, je ne sais pas d'où vous avez entendu ça, appris ça. Madame la greffière, s'il vous plaît, la pièce à convection suivante. Sur ce schéma, vous voyez que en bas, au niveau de l'abdomen au bout, il y a deux petites pointes. Et ça, ce ne sont pas des organes, ce qu'on appelle perforateurs, qui permettent de percer la peau pour pouvoir injecter les œufs. En fait, c'est simplement ces organes-là qui nous servent à tisser des fils qui, comme vous le savez, sont quand même relativement fins et voilà, qui ne sont pas capables de passer à travers la peau. Et d'autant plus, c'est que nos œufs, à nous les araignées, sont extrêmement fragiles. Je voudrais bien, s'il vous plaît, la pièce suivante. Et nous sommes obligés de les protéger dans des cocons, généralement. Je pense que vous en avez déjà vu. Et si on les injectait sous votre peau, en fait, ils éclateraient et ça ne pourrait pas donner suite à ça. S'il vous plaît, pièce suivante. Par contre, voici les vrais visages des insectes ou autres petites bêtes qui sont capables de vous pondre sous la peau. Donc nous avons le sarcope, la puce chique, le ver macaque. La plupart de ces bêtes se trouvent en Afrique ou alors dans les tropiques. Mais par exemple, comme le sarcope qui donne la gale, ça on peut le trouver en France et c'est plutôt lui qui va causer ces pontes sous la peau. Au niveau de ces hôtes, voilà. Donc ça, nous, on n'y est pour rien, c'est eux. Et ensuite, on a aussi l'accusation comme quoi on tue et on mange nos enfants. On n'est pas si horrible. Et les mâles, Et les mâles. Alors, j'avoue que les mâles, des fois, on peut les manger. Ça nous arrive. Voilà. Mais
Souvent, c'est parce que déjà nous, les araignées femelles, nous sommes de très grandes prédatrices. Et du coup, la moindre bête qui nous passe sous le nez, on va le manger. Donc si le mâle n'a pas pris ses précautions, effectivement, on peut le croquer assez rapidement. Ou alors, s'il y a vraiment une pénurie au niveau alimentaire, pour pouvoir assurer la progéniture, on peut croquer nos mâles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, après l'accouplement, les mâles meurent quelques temps après. Donc au final, qui meurent naturellement 1 ou 2 jours après, ou qui nous servent pour que la progéniture serve, bon, ça peut se comprendre, monsieur le procureur. Ça peut se comprendre, bien sûr. Oui. Mais par contre, si le mâle réfléchit un tout petit peu ou peut trouver quelques astuces pour faire en sorte de ne pas se faire croquer, comme par exemple nous offrir une proie ou faire une parade, signaler sa présence en tapotant sur la toile d'araignée. Et il y en a même certains qui ligoteraient les femelles pour être sûrs d'être tranquilles. Pour un petit peu vous montrer comment ça se passe chez nous, les araignées et la reproduction, Madame la greffière, s'il vous plaît, merci. Donc là, en fait, vous avez un mâle qui a ce qu'on appelle des pédipalpes. Donc c'est cet organe-là qui va permettre en partie la reproduction, qui ressemble à des gants de boxe. Et je vous ai pris les petits gants de boxe, qui en fait va mettre le sperme dans ces petites gants de boxe, va s'approcher de la femelle, va aller boxer l'organe sexuel de la femelle, alors boxer doucement évidemment, et va donc introduire la semence dans la femelle à ce moment-là. Et donc je vous propose une petite vidéo pour que ça soit un peu plus clair. Madame la greffière, s'il vous plaît. Donc là, vous avez 2 araignées. Donc généralement, le mâle est celui qui a ses pédipalpes les plus renflés. On va le voir juste après. Donc là, vous avez le mâle qui est à droite, qui s'approche de la femelle. Vous voyez que la femelle ne le mange pas. Et il va donc, avec ses pédipalpes, boxer tout doucement ce qu'on appelle l'épigine de la femelle. Donc c'est l'organe reproducteur. Et vous voyez qu'il y a un liquide un peu jaune-orangé qui va permettre du coup de se reproduire et l'accouplement se passe comme ça. Vous voyez qu'il n'y a aucune agressivité de la femelle. Voilà. Par contre, par rapport aux enfants, là c'est pareil, je vais me défendre assez violemment parce que nous, les femelles araignées, nous sommes très protectrices, par rapport aux petits, parce que déjà les œufs sont fragiles, les petits aussi, et surtout ça nous demande énormément d'énergie à nous en occuper, donc ce n'est certainement pas pour les manger juste après. Madame la greffière, s'il vous plaît, pièce suivante. Sur ces photos, vous avez les différents modes de protection des petits. Certaines de mes cousines restent tout le temps avec les petits, quitte à ne pas manger. Elles sont tout le temps là pour les défendre, elles restent à proximité. On a aussi le fait de pouvoir faire une sorte de cocon pour les petits, qui les protège. Ou alors, ça c'est ceux qui sont les plus ferventes mères, qui se baladent tout le temps avec les petits sur le dos, pour être sûr de pouvoir les protéger en toutes circonstances. On a aussi une dernière qui mixe un petit peu le cocon et le transport des petits. C'est un cocon qu'elle trimballe sous le ventre avec les petits à l'intérieur pour les protéger le plus possible. Et une vraie mère poule, quoi, carrément. Une vraie mère poule. Là, je pense que dans le monde animal, il n'y a pas plus que nous. Et beaucoup d'entre nous, des mères, meurent pendant le fait justement de s'occuper des petits parce que ça nous demande énormément d'énergie. Donc non, nous ne mangeons pas nos petits. Toujours ça en moins. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, vous pourriez laisser parler Madame Daphné là. Oui, tout à fait, monsieur le juge. Merci. Madame Daphné, je vous en prie. Et dernière chose, vous nous avez dit que nous ne servons à rien, sans preuve plus que ça, car nous sommes des chasseurs d'insectes et d'invertébrés et nous mangeons énormément ces petits animaux. Par exemple, sur 1 hectare de prairie, toutes les araignées présentes sur cet hectare vont manger en moyenne, sur 1 an, 400 millions de petites bêtes
Ce qui fait qu'on régule quand même plutôt bien les populations, surtout des petits animaux que vous n'aimez pas, comme les moustiques, voilà, ce genre de petites bêtes. Et en plus de ça, on sert aussi d'alimentation à d'autres animaux, donc notre place dans la chaîne alimentaire est assez importante. Donc si nous servons à quelque chose. Voilà, monsieur le juge, j'ai fini ma défense. Merci bien, vous pouvez rejoindre votre place, Merci. mademoiselle Daphné. Monsieur le juge, j'ai quand même une petite requête. Je vous en prie, monsieur le procureur. Comment est-on sûr qu'elle nous a dit que la vérité et rien que la vérité? Je la redemande à la barre, s'il vous plaît. Madame Daphné, vous pouvez revenir à la barre, s'il vous plaît, je vous en prie, monsieur le procureur. Car j'ai un sérieux doute. Je préfère cette petite... Est-ce que vous avez dit toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Merci. Monsieur le juge, si vous permettez, nous allons continuer. Je vous en prie, monsieur le procureur, allez-y. Alors là, nous sommes effectivement face, j'allais dire, l'animal le plus effrayant de cette période d'Halloween. L'araignée déjà c'est pas mal. Mais alors la chauve-souris, les chauves-souris, tout le monde sait qu'elles nous sucent le sang. On voit ici, comme au Brésil, des chauves-souris vampires, évidemment. Ça fait froid dans le dos. Ensuite, alors c'est assez évident, c'est très connu, tout le monde le dit, donc c'est une preuve irrévocable. Toutes les chauves-souris s'accrochent, évidemment, dans les cheveux des personnes qui peuvent être à peine en dessous du vol des chauves-souris. On le voit par cette petite illustration. Alors là, j'allais dire, c'est le meilleur. Les chauves-souris nous apportent des maladies. Évidemment, tout le monde le sait. La rage en était une preuve, et aujourd'hui, notre fameux coronavirus, évidemment. D'ailleurs, chauve-souris, vous mélangez un petit peu tout ça, c'est sac à virus. C'est quand même bien la preuve que ce nom vient de cette capacité de nous donner, de nous apporter des maladies graves, qui plus est. Je rajoute même que ces chauves-souris urinent, et si ça tombe sur vous, et ben alors là, c'est n'importe quoi, on perd nos cheveux, et encore ne serait-ce que quelques maladies encore. Et pour finir, ça pullule énormément ces bêtes-là. Dès qu'il y en a une, vous en avez 10, 20, 50, 100, 1000. Souris, chauve-souris, c'est un peu la même chose tout ça. Et on sait très bien que les chauves-souris, quand on en a une après, il y en a plein. Alors évidemment, ma sentence sera assez radicale. Il suffit d'un petit produit. Et là, plus de chauve-souris. Partout. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. N'exagérons rien. Ma sentence est telle. Ou on peut faire appeler l'accusé à la barre, monsieur le juge. Je vous remercie, monsieur le procureur. Je demande à la barre, mademoiselle Yuri la chauve-souris, s'il vous plaît. Cette fois-ci, monsieur le juge, on permet, on va le faire de suite. Yuri, représentante des chauves-souris, est-ce que vous allez dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité sur cette affaire? Oui, Dites je le jure. je le jure. Merci. Alors oui, monsieur le procureur, monsieur le juge, alors c'est déjà difficile pour moi d'être là. Voilà, j'ai très chaud, je suis vraiment pas à l'aise, mais voilà, j'ai préparé mes petites notes parce que pour moi c'est inadmissible de nous traiter de la sorte. Donc voilà, j'ai préparé tout ce qu'il faut. On a fait une réunion avec mes collègues chauves-souris et on a préparé ce qu'il faut, donc je vais vous relater tout ça aujourd'hui. Je vous avoue que c'est assez difficile, mais je vais le faire. Donc vous nous accusez de sucer le sang. Donc voilà, là on a 3 espèces de chauves-souris qui sont présentes effectivement au Brésil, en Amérique du Sud, donc des vampires, hein, comme on les appelle. Mais sur les 1200 espèces de chauves-souris qui existent dans le monde, on a seulement 3 espèces, effectivement, qui vont sucer le sang. Vous avouez qu'elle suce le sang. J'avoue qu'elles ont besoin de sang pour se nourrir. Donc comme vous voyez sur cette photo, c'est ces 3 espèces-là. Mais si on passe, Madame la greffière, à la pièce suivante, ces chauves-souris-là, qui sont mes cousines, hein, ont besoin de faire une toute petite entaille dans l'animal pour pouvoir se servir seulement une petite cuillère à café de sang. C'est 30 fois moins que ce que vous donnez dans un don du sang.
hein, je tiens quand même à le dire. Et puis on a mes cousines ont quand même une petite salive anesthésiante qui permet de ne pas faire mal à l'animal, puisque généralement c'est des oiseaux, c'est du bétail, c'est très rare que ces animaux-là s'attaquent à des humains, sauf si on a détruit leur habitat. Vous avez dit que nous sucions le sang, alors je précise, nous ne suçons pas, nous lapons, c'est différent, je tiens à le préciser. Et puis en France, donc si on peut passer à la pièce suivante, Madame la greffière, en France nous sommes essentiellement insectivores, comme vous pouvez le voir. Donc on va manger des petites mouches, on va manger des moustiques, comme Daphné l'a dit. Vous êtes bien contents quand on vous débarrasse de toutes ces bestioles-là. Donc voilà, essentiellement des petits scarabées, des choses comme ça, des papillons, des insectes. Donc des araignées de temps en temps, forcément, mais que des petits invertébrés. Vous nous avez dit que nous sommes un sac à virus. Oui. Déjà... ça m'horripile d'entendre ça, un sac à virus, accusez-nous également du chômage en Espagne et de la faim dans le monde, tant que vous y êtes. Donc moi j'ai fait appel à un témoin qui va venir à la barre, s'il veut bien se présenter. J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Faut quand même savoir qu'il y a un gars qui s'est sûrement cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout, pour arriver à la conclusion suivante, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors moi je suis pas curieux, mais j'aurais quand même bien savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre. Ben oui, monsieur, bon. Admettons que le gars soit très copain avec une bande de chauves-souris enragées. Il les connaît depuis longtemps. Il les a déjà dépannées quand elles étaient dans la merde et tout. Mon vieux, elles lui doivent tout, elles lui cachent rien. Ils ont un degré d'intimité ensemble, mais bon. Moi, je dis que c'est un peu facile de foutre les jetons à tout le monde, avec finalement la seule chance qu'on a de se faire mordre, en occultant volontairement, excusez-moi du peu, les 9 999 999 autres chances qu'on a de ne pas se faire mordre. Oui, monsieur le juge, c'est bon, on a compris. Monsieur le procureur, je vous ai rien demandé, s'il vous plaît, vous laissez Yuri parler. Se défendre, pardon. Merci, monsieur le juge. Donc effectivement, merci à Jean-Marie d'être venu témoigner à la barre. Donc comme il l'a dit, c'est très rare de se faire mordre. Et contrairement à la rage la rage vulpine, qui va attaquer, qui va plutôt être sur les renards, les chiens, la chauve-souris, elle, nous, on va mourir dans notre coin sans aller mordre en attaquant les humains. Il faut savoir qu'en 25 ans en Europe, il y a eu seulement 5 morts dues à la rage de la chauve-souris. Donc voilà, c'est beaucoup moins que les dégâts que peuvent faire même une araignée, même un moustique, voilà. Et puis vous nous avez aussi accusé de votre coronavirus, donc le Covid-19 qui a l'air de vous faire paniquer en ce moment. Moi j'ai avec moi aujourd'hui un document donc de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères qui précise, je vais vous lire un extrait, qui en l'état actuel des connaissances, aucune chauve-souris dans le monde ne porte le virus responsable du Covid-19. La transmission directe d'une chauve-souris aux humains est hautement improbable et nécessite souvent, comme nous l'avons vu, le passage et l'adaptation du virus au sein d'une autre espèce, qui est donc un hôte intermédiaire. Donc effectivement, il faut qu'il y ait ces conditions qui soient réunies, c'est-à-dire que nous, chauves-souris, nous rencontrions un hôte intermédiaire. Donc vous avez décidé un jour de nous faire rencontrer le pangolin, qui, normalement, on le rencontre pas, c'est pas un copain à nous. Et donc dans ces conditions, ce sont souvent les conséquences d'activités humaines comme la capture, le transport, le commerce et la consommation d'animaux sauvages, mais aussi la dégradation de l'environnement, bouleversant les interactions entre la faune sauvage et l'homme. Donc finalement, tout vous ça... Vous insinuez que c'est de notre faute, carrément. Exactement. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Si les humains ne vendaient pas ces animaux sur les marchés, si on ne détruisait pas nos habitats, eh bien ce virus ne se transmettrait pas à l'homme. Sur ça, je suis claire.
Donc si vous nous laissez tranquille, on ne vous embêtera pas avec tous nos virus. Effectivement, nous on a des virus à l'intérieur de nous, mais on a un bon système immunitaire, en tout cas pour celui-ci. S'il n'y avait pas tout ça, vous ne seriez pas infecté. Vous nous avez accusé de s'accrocher dans vos cheveux. Donc on a un système d'écolocalisation, on peut dire aussi écolocation, qui nous permet de nous repérer dans l'espace. Et même juste un petit cheveu qui serait comme ça dans la pièce, nous on arrive à le détecter. Donc est-ce qu'on peut faire passer la vidéo, Madame la greffière, où on voit un petit peu... Pour évoluer dans son milieu naturel, la chauve-souris émet de sa bouche des ondes sonores très rapides et directionnelles qui vont rebondir sur les objets environnants et revenir sous forme d'écho à ses oreilles. Elle se construit ainsi une image sonore de l'environnement en fonction du nombre, de l'intensité et de la rapidité des échos perçus. Merci Madame la greffière, mais effectivement, donc là, aucun souci sur ça, on n'a aucune raison d'aller dans vos cheveux. Après, bon voilà, vous humains, si vous commencez à faire ce genre de choses, si c'est possible de passer la pièce suivante, Madame la greffière, voilà, c'est sûr que là, ça peut prêter à confusion, on ne sait pas trop c'est quoi, mais... apparemment vous mettez ça pour Halloween, mais voilà, ça peut prêter à confusion. Donc je vais finir avec le fait qu'on urine sur vos cheveux, et c'est ça qui vous fait perdre vos cheveux. Est-ce que quelqu'un ici peut témoigner de ça? Est-ce que quelqu'un a perdu ses cheveux à cause d'une chauve-souris qui lui aurait fait pipi dessus? Bon, admettons, imaginons qu'il y ait une chauve-souris qui soit incontinente, et puis qui vous fasse pipi dessus. C'est pas une raison pour nous accuser de vos calvities, hein. Moi je pense que c'est plus le stress et la vieillesse. Voilà, mais ça c'est mon affaire à moi. Il y a une raison qui peut aussi le montrer, c'est que dans une ancienne langue, Madame la greffière, si on peut passer à la pièce suivante, chauve-souris, en fait on disait kawa sorix, kawa qui est en référence à la chouette, sorix qui est en référence à la souris, puis au fur et à mesure des années, il y a eu une déformation de la langue qui a donné calva sorix, calva étant chauve. Donc c'est de là que peut venir aussi cette croyance. Et puis vous êtes bien content puisque la pièce suivante montre que notre guano, donc en fait nos excréments, peuvent faire du bon engrais pour votre jardin. Et puis il y a même un médecin, voilà, sur la pièce suivante, on voit une tour à guano, un médecin au Texas qui a inventé ça pour se faire un maximum d'argent avec nos excréments, hein, pourquoi pas. Donc quand c'est comme ça, vous êtes bien content. Allez, je finis avec, vous avez dit, monsieur le procureur, que nous pullulons. Ah oui, quand il y en a une, après, il y en a 100 000, c'est donc infernal. Nous pullulons, si on regarde cette image-là, on voit très bien que contrairement aux souris, hein, nous ne sommes pas des rongeurs, les rongeurs, les souris vont faire de 8 à 12 petits par an, alors que nous en avons à peine 1, voire 2, et encore quand il réussit à survivre, malheureusement, par an. Donc c'est vraiment très peu. On va pas aller grignoter les fils dans vos maisons, on va pas aller détruire vos isolations. On est juste là pour passer un peu le temps, en hiver ou en été, en fonction, dans le grenier, dans la cave, derrière les volets. Donc voilà, on fait aucun dégât. J'ai une liste énorme de tous les intérêts qu'on peut avoir pour vous. Donc voilà, laissez-nous tranquilles. Et monsieur le juge, monsieur le procureur, merci de m'avoir écouté, mais j'espère que ça pourra... vous aider à juger. À juger, oui, mais je crois toujours que vous êtes quand même assez coupable de ce que je viens de vous accuser, en tout cas de faire peur, ça c'est sûr. C'est fini pour vous, mademoiselle Yuri? Oui. Vous pouvez regagner votre place, s'il vous plaît. Je vous remercie. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le juge. Alors, nous allons continuer et même en finir avec toute cette bande de rapaces, les rapaces nocturnes. Alors il est vrai que ces rapaces nocturnes, dans le passé et encore aujourd'hui, on le sait, sont signes de malheur. Et d'ailleurs, comme le montre cette image, nous avions la bonne idée de les mettre sur les portes de grange pour que justement ce malheur s'en aille de nos maisons et de nos foyers. Il faudrait que ça continue. Ensuite, on sait que ces rapaces rôdent la nuit autour de chez nous. D'ailleurs, c'est lié à ce malheur qu'elles nous amènent, et notamment cette fameuse dame blanche que tout le monde connaît, et nos enfants sont terrifiés. Donc il faut que ça cesse. Ensuite, madame la greffière, je vais continuer sur une pièce sonore.
On va écouter. Terrifiant. Si c'est pas une preuve que ces animaux-là apportent le mal, le malheur, font peur, je serai plus procureur. Strident, infâme. Merci, madame la greffière. Alors là, après, j'allais dire le clou du spectacle. Il y a quelque temps, on a une preuve assez irréfutable. Les médias relatent cet événement. Carrément, un rapace, une chouette attaque carrément les gens dans la rue. Voilà. Tout simplement, voilà, ça choque personne. Moi, ça me choque. Alors, j'allais dire sentence. Moi, je trouve que l'idée de retourner à certaines traditions, de prendre ces rapaces et de les clouer, est une très bonne idée. N'exagérons rien, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Ce sera ma sentence. On C'est peut tout. faire rentrer le représentant des rapaces nocturnes. Oui, c'est tout, monsieur le juge. Je demande à Jean-Loup Le Hibou, s'il vous plaît, de bien vouloir rejoindre la barre. Jean-Loup, représentant des rapaces nocturnes, est-ce que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Dites, je le jure. Je le jure. Merci, Jean-Loup. Quel tissu d'ânerie. Alors vous avez fait fort avec votre dame blanche. Personnellement, la seule dame blanche que je connais, c'est celle que madame le greffier est en train de projeter en ce moment. J'ai jamais vu d'autres dames blanches de ma vie. Vous avez usé fourbement d'un argumentaire sonore. Oui. En accablant ma collègue, que vous avez d'ailleurs aussi fourbement appelé l'effraie. Si on regarde notre petit portrait de famille, nous ne sommes pas très nombreux en Europe, vous allez vous apercevoir que les sonorités sont bien différentes selon les membres de cette famille. Alors, nous allons écouter quelques exemples pris au hasard de conversations. Celle-là, chacun la connaît. Ma cousine, la chouette Hulotte, qu'on entend souvent dans les films, et bien sûr qu'on ne manque pas d'accabler de toute une aura de mystère et de sordide, alors que son chant est tout à fait magnifique. La délicieuse petite cousine des montagnes, la petite Tengmalm. C'est pas mignon, ça? Alors, du côté de nos vergers, vous pouvez entendre une série de petits cris là d'alerte et le fameux petit miaulement. Bon là, elle est un peu paniquée, certainement par votre présence. Voilà, le petit cri charmant de ma petite cousine, la chevêche. Franchement, pas plus effrayant que vos chats. Alors là, délicieux. Le petit cousin du sud, la petite flûte du petit duc. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Là, Ah bon. c'est moi. C'est vous, Jean-Loup. Quel chant. Quelle puissance. Quel talent qu'elle vocalise. Non, rajoutez Ne pas. me dites pas que tout ça fait peur. Alors, la peur, c'est pareil.
Elle est sur le fait que nous sommes des êtres fourbes qui volons silencieusement. Oui, non, nous ne sommes pas fourbes, nous sommes suréquipés. Avec des plumes, comme le montre ce document, en peigne avec une doublure spécifique qui fait que nous pouvons passer au ras de vos oreilles, qui ne sont pas très performantes au passage, sans que vous n'entendiez rien, bien que nous soyons des oiseaux éventuellement de grande taille. Nos yeux sont particuliers. La moindre petite parcelle de lumière peut être amplifiée et bien que vous nous ayez qualifié d'un sobriquet curieux de nyctalope, le résumé c'est que nous avons une vue absolument excellente, y compris dans des conditions nocturnes. Et ce qui vous fait peur, puisque vous nous voyez nous déplacer sans absolument aucun problème. Évidemment, ces yeux étant aussi plaqués en face, contrairement à nos cousins un petit peu maladroits, les rapaces diurnes qui ont les yeux de côté, nous avons les yeux en face et cette capacité à voir en pleine nuit. En plus, notre cou, effectivement, est particulièrement souple et nous permet de nous tourner dans tous les sens. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vous effraie, qui vous fait peur. C'est tout simplement une capacité physique. Et puis, ces yeux, en fait, ne sont pas la meilleure de nos armes, puisque finalement, là où nous sommes très forts, c'est que nous sommes capables de chasser au son. Nos deux oreilles cachées dans nos plumes décalées nous permettent de foncer sur nos proies avec une précision incroyable. Et le moindre son diffusé autour de nous est capté par cette magnifique face que vous voyez devant vous et qui nous sert finalement, comme vous, pour capter vos émissions de parabole. Alors évidemment, rien à voir avec ces fameuses ce que vous avez sur la aigrettes. tête. Voilà, ce sont des plumes qui sont des aigrettes et qui n'ont rien à voir avec l'audition. Et c'est ce que vous avez jugé bon de relever pour nous classer chez les hiboux. Mais voilà, ce sont juste des ornements. Et du coup, tous ces éléments extraordinaires de notre physique absolument unique nous permettent de chasser, et ça vous en êtes bien content, monsieur le procureur, une quantité énorme de petits rongeurs. Nous sommes donc vos amis, nous sommes des auxiliaires pour vos cultures, pour vos agriculteurs, en dévorant une quantité phénoménale de mulots, campagnols et autres petits rongeurs. D'ailleurs, vous vous amusez souvent à récupérer... Ça va aller, monsieur Jean-Loup? Je viens d'en faire une. De récupérer ces fameuses pelotes. Ah. J'en ai trop mangé aujourd'hui. Qui sont les restes de tous ces petits rongeurs qu'on mange, donc os, dents, poils. Et ces petites pelotes, vous vous amusez, et je crois que vous le faites même avec des enfants, à les décortiquer pour bien vérifier, et vous le vérifiez, que nous sommes des mangeurs de petits rongeurs. Donc ne me dites pas que dans toutes ces fantastiques capacités, il y ait quoi que ce soit qui puisse faire peur. On est fini, monsieur le juge. Très bien, merci monsieur. Je vois par l'odeur qui fait un peu peur, sinon je suis d'accord avec vous. Vous pouvez rejoindre votre place, s'il vous plaît. Monsieur le juge, je n'ai rien rajouté. Je trouve que leurs présentations sont assez fournies pour se faire un avis. Moi, mon avis, vous le connaissez, effectivement, les sentences et l'éradication de ces animaux qui, je le répète, font peur en cette période, évidemment, d'Halloween. Effectivement, monsieur le procureur. Après, l'avis n'est pas qu'à vous, donc je vous demande à vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous plutôt si ces animaux sont non coupables ou alors plutôt coupables. À vous de nous dire dans vos commentaires. Merci bien et au revoir. Je déclare la séance levée.